À 18h42, j'ai reçu un texto de mon mari. Il disait « Je travaille tard ». Je n'y ai pas prêté attention. Il faisait souvent des heures supplémentaires, et je lui faisais confiance. Nous étions ensemble depuis le lycée, mariés depuis presque 10 ans. Je pensais que nous formions un couple solide. Il était calme, concentré, rentrait toujours à la maison, et ne m'avait jamais donné de raison de douter. Je l'aimais. Je pensais qu'il m'aimait aussi. Ma meilleure amie et moi nous connaissions depuis l'enfance. Nous parlions tous les jours. Elle savait tout de moi, mes peurs, mes rêves, même comment je prenais mon café. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Elle était devenue distante, froide. Elle avait toujours une excuse quand je proposais de nous voir. Elle me manquait, mais je me disais que la vie nous éloignait. Ce soir-là, j'ai reçu un message étrange d'un numéro inconnu. Une adresse et une heure. Rien d'autre. Quelque chose m'a poussé à y aller. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Une surprise? Un malentendu? Jamais je n'aurais imaginé entrer dans une église et voir mon mari, debout à l'autel, en smoking, souriant. Il tenait la main de ma meilleure amie. Je n'ai pas pu bouger. Pendant un instant, j'ai cru rêver, que c'était un cauchemar. Mais non, c'était réel. Ils étaient là, entourés de fleurs, une musique douce, des gens qui souriaient. Elle portait une robe blanche. Elle semblait heureuse, sereine, comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Et lui la regardait comme j'avais toujours rêvé qu'il me regarde. Personne ne m'a remarqué. Je suis restée au fond, figée. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine les vœux. J'ai failli hurler. J'ai failli courir jusqu'à l'hôtel pour exiger des explications, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste regardé. J'ai tout ressenti d'un coup, le choc, la douleur, la colère, la confusion. J'ai failli m'effondrer. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai filmé. J'ai zoomé. J'ai filmé son visage. J'ai filmé sa main dans la sienne. J'ai filmé leur baiser. Je n'ai pas interrompu le mariage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'ai tout enregistré. Je savais que cet instant allait changer ma vie pour toujours. Je savais que je ne pourrais pas revenir en arrière. Mais ce n'était pas la fin. C'était le début. Je ne savais pas encore pourquoi ils avaient fait ça. Mais je le découvrirais. Et je ferai en sorte qu'ils se souviennent de ce jour aussi clairement que moi. Nous nous sommes rencontrés au lycée. J'avais 16 ans, lui 17. Il me faisait rire les jours où j'allais mal. Je le trouvais le plus attentionné des garçons. Nous sommes sortis ensemble rapidement. Tout le monde nous appelait le couple parfait. Nous sommes allés au bal de promo ensemble, avons obtenu notre diplôme ensemble, et avons même choisi des universités dans la même ville pour rester proches. Nous avons vite emménagé ensemble, et à la mi-vingtaine, nous étions mariés. De l'extérieur, notre vie semblait parfaite. Il avait un bon travail. J'avais lancé ma petite entreprise, et nous avions acheté notre première maison. On nous appelait un couple puissant, solide, intelligent, toujours à se pousser l'un l'autre. Et en partie, c'était vrai. Ma meilleure amie était toujours là. Elle était dans ma vie depuis mes 10 ans. Nous avions grandi ensemble, fréquenté les mêmes écoles, et étions restés proches malgré les changements. Elle était là pour mes fiançailles, pour l'achat de ma robe, quand j'ai marché jusqu'à l'hôtel. Elle l'appelait son beau-frère en plaisantant, et je riais avec elle. Nous formions une équipe, tous les trois. Je n'ai jamais remis en question le temps qu'ils passaient ensemble, leurs blagues, leurs textos. Tout semblait normal. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Les choses ont changé lentement. Au début, je pensais imaginer. Il a acheté un nouveau parfum que je ne connaissais pas. J'ai trouvé des dépenses étranges sur notre carte commune. Dîner, hôtel, des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'il me disait. Quand j'ai demandé, il a balayé ça d'un revers de main, prétextant le travail. Je n'ai pas insisté. Je lui faisais confiance. Ma meilleure amie aussi changeait. Elle annulait nos plans plus souvent. Disait être occupée par le travail ou en voyage. Elle ne répondait plus tout de suite à mes messages. Elle me manquait. Je pensais que nous grandissions, que nous nous éloignions un peu. Ça arrive. À la maison, ce n'était plus pareil. Il ne me demandait plus comment s'était passée ma journée. Il ne me prenait plus dans ses bras la nuit. Parfois,
Il partait sans même dire au revoir. Je pensais que c'était le stress. Il disait toujours que le travail devenait plus intense. J'ai essayé d'être patiente. Je lui ai laissé de l'espace, pensant que ça passerait. Avec le recul, je vois tout. Tous les petits signes. Toutes les petites choses que je me disais n'être rien. Je me souviens d'une nuit où il est rentré tard avec du rouge à lèvres sur sa chemise. Je me suis dit que c'était peut-être une collègue, un câlin innocent. Je voulais croire le meilleur. Je ne voulais pas être la femme qui doute de son mari. Mais j'aurais dû. J'aurais dû prêter attention. J'aurais dû poser des questions plus dures. Je me sens stupide d'avoir tout manqué, de ne pas avoir vu ce qui était sous mes yeux. Ce n'était pas une erreur ou un dérapage. C'était quelque chose qu'ils construisaient ensemble tout en faisant semblant d'être dans ma vie. Ils ne cachaient pas par peur. Ils n'avaient pas honte. Ils attendaient juste le bon moment. Ils préparaient quelque chose de plus grand, de définitif. Ils ne cherchaient pas à garder le secret. Après ce jour-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis rentrée et je me suis assise en silence. Mes mains tremblaient, mais ma tête était claire. Quelque chose en moi s'était brisé, mais pas comme il l'espérait. Je n'allais pas m'effondrer. J'allais rester calme. J'allais tout découvrir. J'ai commencé petit. J'ai fouillé notre ordinateur partagé. Il ne se déconnectait jamais. J'ai d'abord regardé ses emails. La plupart semblaient normaux, mais il y en avait d'étranges. Confirmation de dîner, de séjour à l'hôtel qu'il ne m'avait jamais mentionné. J'ai pris des captures d'écran. J'ai consulté ses SMS. Certains étaient effacés, mais pas tous. J'ai trouvé des messages à un numéro enregistré sous des initiales. Il parlait de rendez-vous, de plans, de lieux. C'était elle. Je reconnaissais sa façon d'écrire, ses émojis. Ensuite, j'ai vérifié les relevés d'appel de notre forfait. Son numéro appelait le sien régulièrement, tard le soir, parfois plus d'une heure. J'ai gardé trace de tout. J'ai fouillé les réseaux sociaux. Elle avait un second compte sous un nom légèrement différent. Privé, mais la photo de profil les montrait sur une plage, juste tous les deux. Je connaissais cet endroit. On devait y aller pour notre anniversaire l'an dernier, mais il avait prétendu un voyage pro. J'ai sauvegardé la photo. J'ai commencé à fouiller la maison. Je ne savais pas ce que je cherchais au début. Juste un pressentiment. Une nuit, pendant qu'il était sous la douche, j'ai ouvert le tiroir de son chevet. C'est là que je l'ai trouvé, un second téléphone. Éteint, mais je l'ai chargé. Tout y était. Messages, photos, notes, même une liste pour le mariage. Des photos des alliances, confirmation de salle, une appli de compte à rebours sur l'écran d'accueil. Il planifiait ce mariage depuis longtemps. Ils n'avaient pas honte. Ils ne se cachaient pas. Ils avançaient sans moi, comme si je n'avais jamais existé. C'est alors que j'ai trouvé le contrat de mariage. Dans un dossier au fond du classeur. Je ne me souvenais pas d'en avoir signé. On en avait parlé une fois, il y a des années, mais jamais suivi. Mes mains sont devenues glacées en voyant le papier. Mon nom était signé au bas, mais ce n'était pas ma signature. Pas du tout. Il l'avait falsifié. Il avait tout prévu. Comment partir, se protéger, passer à autre chose. Je n'étais pas censé découvrir quoi que ce soit. Je n'étais pas censé poser de questions. Je devais juste disparaître de l'histoire qu'il réécrivait. J'ai tout sauvegardé. Capture, documents, messages. Sur une clé USB, dans mes emails, dans un dossier cloud sous un faux nom. Rien ne pouvait être perdu. Je n'en ai parlé à personne. Pas encore. Je souriais quand il rentrait. Je hochais la tête quand il parlait du travail. Je faisais semblant de croire chaque mot, mais en moi, je construisais quelque chose. Je rassemblais chaque pièce comme un puzzle. La vérité était laide, et ils avaient travaillé dur pour la cacher. Mais maintenant, je voyais tout clairement. Ils pensaient avoir effacé leurs traces. Ils pensaient que je ne découvrirais jamais. Ils pensaient que je partirais en silence et les laisserais vivre leur nouvelle vie sans problème. Ils voulaient une rupture propre. Je leur offrirais la sortie la plus chaotique imaginable. Je suis rentrée comme si de rien n'était. J'ai ouvert la porte, je suis allée dans la cuisine, je me suis fait un thé. Mes mains étaient stables. Mon visage calme.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise à la table et j'ai attendu. Il est rentré 2 heures plus tard. Il avait l'air fatigué, ou du moins il essayait. Il a posé son sac, desserré sa cravate, m'a embrassé sur la joue. J'ai demandé comment s'était passée sa journée. Il a parlé d'une urgence au travail, que tout s'effondrait au bureau. J'ai hoché la tête. J'ai souri. J'ai fait semblant de le croire. Je n'ai pas discuté. Je ne l'ai pas accusé. J'ai juste écouté, comme une bonne épouse. J'ai même proposé de réchauffer des restes. J'avais déjà mangé, mais je lui ai préparé à dîner et je me suis assise en face de lui. Je l'ai regardé manger. Il parlait de son travail comme si de rien n'était, comme s'il ne venait pas d'épouser une autre quelques heures plus tôt. Je gardais une voix douce. Je le regardais dans les yeux. Je touchais même sa main. Il n'a rien remarqué. Il ne savait pas que j'avais tout vu. Il ne savait pas ce que je préparais. Les jours suivants, j'ai continué, douce, calme, aimante. Je faisais la lessive. Je préparais le café. Je demandais comment il avait dormi, mais petit à petit, j'ai introduit de petits changements. Rien de flagrant, juste de quoi le déstabiliser. J'ai déplacé ses clés du crochet au tiroir de la cuisine. J'ai caché une de ses chaussettes. J'ai changé le mot de passe du Wi-Fi, puis remis l'ancien avant qu'il rentre, juste assez pour qu'il s'arrête, qu'il se demande. J'ai arrêté de lui envoyer des messages dans la journée. Je n'appelais plus pour prendre des nouvelles. Je faisais comme si tout allait bien. Je le laissais partir et revenir à sa guise. Je souriais quand il partait. Je souriais quand il rentrait. La nuit, je m'allongeais à côté de lui. Il se tournait, et je fixais le plafond dans le noir. Je repensais à tout ce qu'il avait fait. À la facilité avec laquelle il m'avait menti. À elle, ma meilleure amie, qui s'était assise tant de fois dans mon salon en prétendant se soucier de moi. Il n'avait aucune idée de ce que je savais. Ça me donnait du pouvoir. Chaque mensonge qu'il me disait maintenant me rendait plus forte. Chaque faux sourire me rapprochait du moment où j'arrêterais de faire semblant. Il pensait que j'étais calme parce que j'étais heureuse, mais j'étais calme parce que j'avais un plan. Il m'embrassait pour me dire bonne nuit comme si de rien n'était. Je l'embrassais en retour et je souriais. Mon cœur ne battait pas la chamade. Mes mains ne tremblaient pas. Je ne m'étais jamais sentie aussi en contrôle. Je le regardais s'endormir à côté de moi et je pensais à comment j'allais détruire sa vie avant la fin de là. J'ai appelé ma meilleure amie et lui et demandé si on pouvait se voir. Je lui ai dit que je me sentais mal et que j'avais besoin de parler. Elle a accepté vite, comme avant. Nous nous sommes retrouvés dans un café calme que nous adorions. Elle a souri en me voyant, comme si rien n'avait changé. Je lui ai souri et je l'ai serré dans mes bras. À l'intérieur, j'avais la nausée, mais je ne l'ai pas montré. Je lui ai dit que je pensais que mon mari me trompait. Que je n'avais pas de preuves, mais un mauvais pressentiment. Que j'avais besoin de ses conseils. Elle a eu l'air surprise un instant, puis s'est penchée et a parlé doucement. Elle m'a dit que je me faisais sûrement des idées. Que c'était peut-être juste le stress, qu'il était distant à cause du travail. Qu'il ne fallait pas ruiner mon mariage pour des doutes. Ses mots étaient fluides, calmes, faux. Je hochais la tête pendant qu'elle parlait. Je posais des questions comme si j'étais perdue et effrayée. Je disais que je ne savais pas quoi faire. Elle a touché ma main et m'a dit « Fais-lui confiance. Il t'aime. » J'ai failli rire. Elle me regardait droit dans les yeux en me disant de tenir bon. Pendant tout ce temps, elle cachait la vérité. Mon téléphone enregistrait tout, caché dans mon sac sur la table. Chaque mot, chaque mensonge était sauvegardé. Sa voix semblait douce. Son visage attentionné. Mais maintenant, je connaissais la vérité derrière. Elle ne se contentait pas de l'aider à mentir. Elle dirigeait tout. Elle jouait bien son rôle. Mais en l'observant, j'ai vu autre chose. Elle était trop calme, trop sûre. Pas nerveuse une seule fois. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste de l'amour ou une tromperie. Elle ne l'aimait pas seulement. Elle l'utilisait aussi. Peut-être pour l'argent, peut-être pour autre chose. Mais ce n'était pas juste des sentiments. C'était du contrôle. Elle parlait de leur passé. De petites anecdotes qu'elle pensait que j'ignorais. Elle a fait une gaffe en mentionnant un week-end qu'il ne m'avait jamais raconté. Puis elle a vite changé de sujet.
Je n'ai rien dit, mais j'ai noté. Chaque faux pas m'en apprenait plus. Elle se croyait plus intelligente. Elle pensait que j'étais toujours la même amie qui lui faisait aveuglément confiance. Quand nous avons fini nos cafés, elle m'a serré dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et de prendre soin de moi. Je l'ai serré en retour et j'ai dit « merci ». Ma voix était stable. Mon sourire chaleureux. Elle n'a rien vu venir. Je suis partie la tête claire. Elle ne m'avait pas juste poignardé dans le dos. Elle avait souri en le faisant. Et elle pensait que je ne découvrirais jamais. Mais maintenant, j'avais sa voix, ses mensonges, son faux réconfort. Tout sauvegardé. Si mon mari était un menteur, ma meilleure amie était pire. Un trou noir de tromperie. Tout autour d'elle disparaissait, ne laissant que des dégâts. Je me suis réveillée le lendemain avec un plan. Je n'allais pas pleurer ou supplier. Je n'allais pas demander pourquoi. J'avais toutes les preuves nécessaires. Il était temps d'agir. J'avais passé des années à leur faire confiance. Maintenant, j'allais passer des jours à m'assurer qu'ils perdent tout ce qu'ils avaient construit en ligne. J'ai commencé petit. J'ai créé une nouvelle adresse e-mail anonyme. Je l'ai utilisée pour envoyer des messages à leur entreprise. Ils travaillaient dans la même boîte. Dans les emails, j'ai donné des détails, des dates, des photos, des preuves. Je n'ai pas tout expliqué. Juste assez pour que les RH posent des questions. Assez pour lever des drapeaux rouges. Je n'ai rien écrit de colérique, juste des faits, plus percutants. Ensuite, j'ai envoyé la vidéo du mariage, pas au monde entier, juste aux bonnes personnes. J'ai trouvé les adresses e-mail de ses parents, de son frère, de sa sœur à elle, de son patron à elle. J'ai envoyé l'extrait vidéo sans message, sans avertissement, sans nom. J'ai laissé la vidéo parler d'elle-même. J'imaginais leur visage. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. J'étais calme. Après ça, je suis allée à la banque. Nous avions un compte joint. Je n'ai pas tout vidé, mais j'ai pris ce qui était à moi. J'ai transféré l'argent sur un nouveau compte à mon nom seulement. J'ai réglé quelques factures encore à nos deux noms. Je ne voulais pas qu'ils restent liés à moi quand tout exploserait. J'ai gardé trace de chaque centime. Puis, j'ai trouvé une avocate. Pas de délai. Je voulais quelqu'un de forte et d'intelligent. Je l'ai rencontrée en privé et je lui ai tout donné. Documents, messages, captures, même le faux contrat de mariage. Elle n'a pas beaucoup parlé au début, juste pris des notes et posé des questions claires. Elle m'a dit que j'avais un dossier solide. J'ai hoché la tête et dit que je voulais aller vite. Elle m'a recommandé un détective privé. J'ai accepté sans hésiter. Je lui ai donné des noms, des dates, des lieux. Je voulais plus que ce que j'avais trouvé. Je voulais tout, chaque mensonge, chaque plan caché, chaque rendez-vous secret. Je voulais un dossier si épais qu'il les enterrerait dans leur propre désordre. À la maison, je restais discrète. Je faisais comme d'habitude. Je souriais, je cuisinais, je demandais comment s'était passée sa journée. Mais chaque heure, je construisais quelque chose de plus fort, un plan qu'il ne pourrait pas arrêter, un chemin dont il ne pourrait pas s'échapper. Il pensait que j'étais la même femme qui croyait chacun de ses mots. Il ne voyait pas ce que j'étais devenue. Concentrée, froide, prête. Chaque pas était calculé. Rien de précipité. Je ne voulais pas de drame. Je voulais des résultats. Des dommages qu'ils ne pourraient pas réparer. Leur nouvelle vie était bâtie sur la trahison. Je m'assurerais qu'elle s'effondre morceau par morceau. Ils pensaient que je me tairais. Qu'ils pourraient être heureux. S'ils pensaient que je partirais sans bruit, ils n'avaient pas prêté attention ces 12 dernières années. Ça a commencé lentement. Quelques personnes ont vu la vidéo, puis plus. Puis ça s'est répandu en ville. Pas dans les médias, mais ça n'avait pas besoin. Tous ceux qui devaient voir l'ont vu. Les collègues ont commencé à chuchoter. Les amis se sont envoyés des textos. Les familles ont appelé, perdues et en colère. Personne ne savait quoi croire, mais la vidéo était claire. Je n'ai rien posté publiquement. Je l'ai juste laissé circuler. J'ai envoyé quelques messages de plus aux bonnes personnes. Un collègue, un ami de son patron à elle, un cousin qui adore les ragots. L'extrait continuait de se propager, et je restais silencieuse. Plus ils essayaient de se cacher, plus on posait de questions. Ce n'était pas une petite erreur.
Il l'avait planifié, et maintenant la vérité éclatait. Au travail, ça a empiré. Les RH les ont convoqués. L'entreprise avait des règles sur les relations personnelles, et ils les avaient violées tous les deux. Ils avaient menti à leurs collègues. Mis les autres mal à l'aise. Certains avaient même reçu de fausses histoires pour couvrir leurs traces. Maintenant, tout le monde était furieux. Ils ont essayé d'expliquer. On dit que c'était un malentendu. On parlait de polyamour, comme si nous étions tous d'accord. On dit que c'était privé et qu'on les jugeait trop durement. Mais plus ils parlaient, plus ça sonnait faux. La plupart ne les croyaient pas. Certains ont coupé les ponts. Je ne me suis pas défendue. Je n'ai pas discuté. J'ai juste continué à montrer des preuves. Une photo ici. Un message là. À chaque fois qu'il disait quelque chose de faux, je m'assurais que la vérité suivait, discrètement. Rapidement. Je n'avais pas besoin de crier. Les faits parlaient plus fort que leurs excuses. Puis ses parents ont sonné à ma porte. Je ne les avais pas vus depuis des semaines. Sa mère était choquée. Son père silencieux, presque pâle. Ils m'ont demandé si c'était vrai. Je n'ai pas dit grand-chose. Je leur ai montré ce qu'il fallait. Je n'ai pas essayé de les convaincre. Je les ai laissés ressentir la vérité. Ils sont partis en secouant la tête. Je n'ai pas vu de tristesse. J'ai vu de la honte. Son frère a appelé aussi. Il était en colère, pas contre moi, contre lui. Il a dit, « Tu ne méritais pas ça. » Je l'ai remercié. Je n'ai pas dit plus. Puis mon mari est rentré un soir et a demandé si on pouvait parler. Il avait l'air fatigué et petit, comme si le poids de tout le rattrapait enfin. Il a dit qu'il était désolé. Que les choses avaient dérapé. Qu'il n'avait pas voulu que ça se passe comme ça. Je l'ai juste regardé. Il m'a supplié de m'asseoir pour qu'il explique, qu'on arrange les choses. Alors je l'ai fait. Je me suis assise en face de lui, calme et stable. J'ai ouvert mon dossier. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je l'ai regardé dans les yeux. Et j'ai parlé avec mon avocate à mes côtés. Le jour J est arrivé. Nous étions au tribunal, plus mari et femme amoureux, mais deux personnes dans des camps opposés. Il avait l'air nerveux. Je me sentais prête. Mon avocate avait tout ce qu'il fallait. On n'avait pas à prouver qu'il m'avait brisé le cœur. On devait prouver qu'il avait enfreint la loi. Et c'était simple. D'abord, le faux contrat de mariage. Je ne l'avais jamais signé, mais il était là, avec mon nom écrit d'une main qui n'était pas la mienne. Mon avocate avait fait confirmer par un expert en graphologie. Elle a expliqué clairement au juge que la signature était falsifiée. Il n'a même pas protesté. Il a juste baissé les yeux, honteux. Ensuite, les preuves d'infidélité. Messages, photos, réservation d'hôtel, tout à son nom. Mon avocate a montré les dates, les reçus, les textos qui prouvaient tout. Ce n'était pas juste une trahison. C'était des mois de mensonges et de plans secrets. On a montré comment il avait dépensé l'argent de notre compte pour ses dîners à elle, ses cadeaux, même une partie de leur mariage. Le juge a écouté attentivement. A posé des questions. Mon avocate a répondu à chacune avec assurance. Son avocat n'avait pas grand-chose à dire. Que pouvait-il dire? La vérité était trop forte. Puis la partie financière. On a montré comment il avait déplacé de l'argent sans me le dire. Comment il cachait des choses. Le tribunal a pris ça au sérieux. Ils ont gelé certains de ses comptes en attendant. Il a essayé d'expliquer, mais plus personne n'écoutait. Il avait perdu leur confiance. Pendant ce temps, sa nouvelle femme a perdu son travail. L'entreprise avait des règles. Pas de relation entre manager et employé. Elle les avait violées. Une fois la vérité révélée, ils l'ont licencié discrètement. Pas de pot de départ. Pas de mots gentils, juste un email froid et un dernier chèque. Quand le juge a rendu sa décision, je me sentais calme. J'ai gardé la maison. La voiture. Je n'ai pas demandé plus que ce qui était juste. Mais le juge a ajouté une pension alimentaire. Le tribunal a dit qu'il avait menti, trompé, et utilisé l'argent commun pour une autre. Il me devait quelque chose, pas juste émotionnellement, mais légalement. Il n'a rien dit. Il a juste hoché la tête. Il n'avait plus rien pour se défendre. Tout son charme d'antan avait disparu.
La vérité l'avait emporté. Après le tribunal, je suis sortie et j'ai pris une grande inspiration. Je n'étais plus en colère. Ni triste. Juste libre. J'avais traversé le feu et en étais sortie plus forte. Il avait planifié une nouvelle vie dans mon dos. Mais cette vie s'effondrait. Il n'est pas rentré avec elle. Elle n'avait plus de maison, pas avec lui. Elle était au chômage et faisait face à ses propres questions. Et lui? Il a emménagé chez ses parents. Dans la même chambre qu'à notre rencontre. La même vieille maison qu'il jurait ne jamais revoir. Il m'a quitté pour ma meilleure amie et maintenant il vit chez ses parents. Je ne voulais pas parler de ce qui s'était passé, pas à ceux que je connaissais. Alors une nuit, j'ai tout écrit. Sans nom réel. Sans dire où je vivais. J'ai partagé ce qui s'était passé en mots simples et posté sur Reddit. J'avais juste besoin de vider mon sac. Au début, quelques personnes seulement ont vu. Elles ont laissé des commentaires gentils, choqués. Puis plus de monde a trouvé. Ça s'est partagé partout sur Reddit et a explosé. Les gens ne pouvaient pas arrêter de lire. Ils disaient que ça semblait irréel, comme impossible dans la vraie vie, mais ils croyaient chaque mot. Le lendemain matin, c'était énorme. Des inconnus en parlaient sur d'autres sites. Des captures partout sur Twitter, TikTok, Instagram. Certains ont fait des vidéos sur ce que j'avais écrit. D'autres essayaient de deviner de qui il s'agissait. Je suis restée silencieuse. Je n'ai jamais répondu. J'ai regardé ça se propager tout seul. Une personne qui anime un podcast m'a contactée. Elle disait n'avoir jamais rien lu de tel. Elle voulait que je parle, en restant anonyme. J'ai réfléchi, puis accepté. Je ne voulais pas d'attention. Je voulais parler à mes conditions. L'épisode est sorti et des milliers ont écouté. J'ai parlé calmement. Sans pleurer. Sans crier. Juste raconter ce qui s'était passé. La réponse a été immense. Des gens m'ont écrit qu'ils ressentaient ce que je ressentais. Certains disaient avoir vécu la même chose. Beaucoup m'ont remercié pour mon honnêteté. Certains disaient que ça les avait aidés d'une manière qu'ils n'attendaient pas. Mais autre chose a commencé. Plus les gens écoutaient, plus ils devenaient curieux. Certains internautes ont reconstitué le puzzle. Ont découvert qui il était, qui elle était. Des photos ont circulé. De vieux posts ont été déterrés. Ce qu'ils disaient et faisaient avant prenait un autre sens. Les gens les ont jugés, pas moi. Ils ont essayé de nier. D'expliquer. Mais il était trop tard. Internet avait décidé. Les gens se sont retournés contre vite. Ils ont supprimé des commentaires, puis des comptes entiers. Mais les dégâts étaient faits. Leur visage était partout, lié à quelque chose qu'on n'oublierait pas. Je n'ai plus parlé. Je n'en avais pas besoin. J'ai regardé tout se dérouler. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas pleuré. Je me suis assise avec mon thé et j'ai ressenti la paix. Enfin, j'avais repris quelque chose. Il m'avait tant pris. L'amour, la confiance, le temps, des années que je ne récupérais pas. Mais maintenant la vérité était là et il ne pouvait plus se cacher. Il s'était choisi. Maintenant il vivait avec le poids qui allait avec. Il voulait recommencer à zéro. Je leur ai donné autre chose. Un nom que les gens n'oublieraient jamais. Un après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais quelque chose m'a dit de répondre. C'était lui. Sa voix était basse, presque effrayée. Il a demandé comment j'allais. Je n'ai pas dit grand-chose. Puis il a dit qu'il me manquait. Qu'il avait fait une erreur. Qu'on pouvait se voir pour parler. J'ai accepté, juste par curiosité. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café. Quand je suis entrée, il s'est levé comme avant, essayant d'être poli, mais il ne ressemblait plus à l'homme que j'avais connu. Il avait l'air fatigué, vieilli, perdu. Je me suis assise en face et j'ai attendu. Il m'a dit qu'il avait beaucoup réfléchi. Que les choses n'avaient pas tourné comme il l'espérait. Qu'elles n'étaient pas celles qu'il croyait. Qu'il m'aimait encore et qu'on pourrait peut-être réessayer. J'ai écouté sans rien dire. Quand il a fini, je l'ai regardé et j'ai ri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était triste. Il pensait vraiment que je le reprendrais. Je me suis levée et j'ai dit non. Aucune chance. Je lui ai rappelé tout ce qu'il avait fait et comment il s'en fichait tant que le monde ne s'était pas retourné contre lui.
Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis parti. Il ne m'a pas suivi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'elle. Elle voulait parler. Expliquer. Au début, je l'ai ignoré. Puis un autre, plus long. Elle disait qu'elle était désolée. Que tout était de sa faute, qu'elle lui avait menti, l'avait poussée, avait fait des promesses qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tenir. Qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ça, et maintenant elle n'avait plus rien. Elle suppliait pour le pardon. Disait qu'elle regrettait notre amitié. Qu'elle n'imaginait pas que ça finirait comme ça. Qu'elle était perdue. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Ces mots ne signifiaient plus rien. Elle ne méritait pas ma paix. Aucun des deux. On parle souvent de guérison et d'avancée. On dit que le pardon est pour soi, pas pour l'autre. Peut-être que c'est vrai pour certains, mais pas pour moi. Je n'avais pas besoin de pardonner pour me sentir libre. Je n'avais pas besoin d'oublier pour me sentir forte. J'avais besoin que la vérité soit connue. Qu'ils assument ce qu'ils avaient fait. J'ai repris mon pouvoir en silence. Je n'ai pas reconstruit avec de l'amour ou des secondes chances. J'ai reconstruit avec la vérité, la force, la clarté. Je ne voulais pas réparer ce qui était brisé. Je voulais construire mieux, sans ceux qui avaient essayé de me détruire. Ils pensaient pouvoir me laisser derrière. Pensaient que je serais oubliée. Mais maintenant, quand on entend leur nom, on ne pense pas à un couple amoureux. On pense à ce qu'ils ont fait. Et moi, je suis la seule dont on se souviendra. Si cette histoire vous a secoué, ne continuez pas à scroller. Taguez quelqu'un qui a été trahi, blâmé, brisé. Rappelez-lui qu'il n'est pas seul dans le noir. Sauvegardez ça pour le jour où quelqu'un essaiera de faire taire votre douleur. Parce que quand il pense que vous resterez silencieux, attendez. Votre calme n'est pas une faiblesse. Votre force se construit en silence. Et quand vous vous lèverez, ils se souviendront du feu qu'ils ont essayé d'éteindre.